Seven Mesh et Parley présente Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette série d'émissions en prévision du Tour de France. Une série prospective, donc, pour un Tour de France 2020 qui a un parcours atypique, qui se déroule à un moment de l'année qui l'est plus encore, dans un monde complètement chamboulé par la COVID-19. Mais comme d'habitude, le Tour dure 3 semaines, 21 étapes qu'on a séparées en 3 tranches de 7 et que 3 analystes viennent décortiquer avec nous. Audrey Lemieux sera là pour la 2e semaine, François Parisien pour la semaine 3, mais on commence avec Simon Drouin de La Presse qui analyse pour nous cette première semaine de Tour de France. Simon Drouin, salut, comment ça va? Salut David, ça va très bien. Bon, écoute Simon, avant qu'on commence, je vais te poser une question. Suivre le Tour là, au mois de septembre, est-ce que ça va être plus compliqué qu'au mois de juillet avec l'horaire, l'école, tout ça d'affaires? L'été, c'est pas pareil quand même, là? Non, sans l'ombre d'un doute, ça va être plus compliqué, surtout dans mon cas avec mes 18 enfants. Et aussi, par ailleurs, que je suis un grand amateur des Bruins de Boston. Donc, je suis occupé par les séries aussi tard le soir et, ah ouais, OK. Et tôt le matin pour le Tour. Mais on va le prendre. C'est ça, c'est notre passion. Bon, ouais, puis ça tombe bien, t'es payé pour ça en plus. Là, fait que, en plus? Ouais, c'est ça. Simon, c'est un tour quand même, là, on dit que c'est un tour très différent dans des années précédentes. À peu près pas d'étapes de plat cette année ou quelques-unes, mais très, très rares. Les sprinteurs en ont pas beaucoup à se mettre sous la dent. Moi qui n'aime pas particulièrement les étapes, les finishes au sprint, je suis assez content là, de ce genre. C'est toi qui as appelé Thierry Gouvenou pour enlever une coupe d'étapes de crêpes. En fait, d'après moi, ça doit être Marc Madiot qui l'a appelé pour que Thibaut Pinot ait une chance de gagner le Tour cette année, puis qu'il n'y ait pas de TT sur le plat cette année, entre autres choses. Mais bon, ceci étant dit, comment est-ce que tu résumerais cette première semaine-là? Parce que c'est ça qu'on regarde avec toi. On a découpé le Tour en 3 morceaux de 7 étapes. Il y a 21 étapes au total, comme d'habitude. Ça s'élance de Nice le 29, donc le 29 août. Tu dirais, à quoi ça ressemble cette première semaine-là? Moi, je dirais le mot qui m'est venu en tête quand tu m'as dit ça tout de suite, c'est explosif. Là, le fait qu'on aborde la montagne très rapidement, pratiquement au 2e jour, avec des vrais cols, là, avec des efforts très longs. Là, donc, c'est un tour explosif, imprévisible pour le parcours en lui-même, évidemment, avec tout ce qui est arrivé en 2020, le fait qu'on arrive un peu à froid, sans repère. On n'a aucun repère, finalement. Là, on n'a pas suivi de saison. Quand même, là, mais on a le critérium du Dauphiné. Exact. Mais c'est très mince quand même comme échantillon. En tout cas, on en discutera durant l'émission, mais tout ce qu'on voit dans le Dauphiné, par exemple, on ne sait pas ce que ça va vouloir dire dans une semaine ou en tout cas dans quelques jours. Oui, puis on ne sait pas qu'est-ce que les coureurs viennent faire au Dauphiné. Est-ce qu'ils viennent faire un résultat ou ils viennent se préparer? Donc, on ne sait jamais trop. C'est toujours la même question par rapport à cette course-là, mais là, c'est encore plus vrai peut-être cette année là, que les années précédentes. Parce que tous les coureurs le disent toujours, hein, courser, c'est pas pareil comme s'entraîner à la maison. Il y a une dimension supplémentaire. Même si vous avez déjà fait de la course amateur, vous le savez, quand on arrive dans une course, des efforts qu'on est incapable de fournir à l'entraînement, tout d'un coup, on se découvre une couche supplémentaire de power, de pouvoir, de capacité. Et donc, c'est le cas aussi des coureurs professionnels et ils le disent très, très souvent. Donc, est-ce qu'ils faisaient le critérium du Dauphiné pour s'entraîner ou pour faire un résultat? On le sait pas. Dans cette première semaine-là, la première journée, ça commence à Nice, comme on le disait tantôt. C'est 2 boucles, en fait, d'un même parcours avec un col de 3e catégorie qu'on fait 2 fois. Je dis un même parcours, presque un même parcours. Et la 2e étape, tu le disais tantôt, déjà, on part de Nice encore une fois, puis là, on s'en va 2 cols de première catégorie. Le col de la Colmiane, que si vous regarderez sur une carte, là, c'est quand même un beau tour de machine, comme ils disent.
Puis avec 2 cols, donc je le disais tantôt, le col de la Colmiane, que moi je connais pas, et le col de Turini, c'est le premier moment de col dropping de cette série du Tour. Non, je pouvais pas m'empêcher, que j'ai déjà fait. Donc, si Charles était là, pourrait dire lui aussi. Très, très beau col. Et la descente vers Nice, là, donc, va être vraiment spectaculaire. Là. Je te le dis, Simon, là, il y a une descente, là, c'est une 40aine de kilomètres là, vers Nice avant les 2 dernières difficultés de la journée. Est-ce que tu as fait le col d'Aise, là, qui est quoi? Ouais, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée? Oui, c'est juste à côté de Nice. Est-ce que c'est significatif finalement comme c'est pas long, oui, c'est pas long, mais c'est à pic pas mal. Donc, c'est quand même assez difficile de mémoire. Là. Donc, il peut se passer quelque chose là. Quelqu'un peut arriver là, faire un gros trou, s'il est capable de garder ses distances, partir à partir de là, puis terminer. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qui va se passer au sommet de Turini, parce qu'après ça, il y a une très, très longue descente, très rapide. C'est bien beau à dire il y a une descente, on peut rattraper, mais si tout le monde va à la même vitesse, à partir de là, ça va être difficile là, de driver ça, même avec le peloton, là, parce qu'il y a des limites à ce que le peloton peut faire pour faire accélérer encore plus. C'est des kilomètres et des kilomètres où tu vas en amateur à 50, 55 km/h constamment. Là, donc, c'est de très longs faux plats et descentes. Virage ou? Au début, mais après ça, des grandes lignes droites là, vers la ville. Donc, ça va être vraiment impressionnant. Fait que, tu sais, je me demande, toi, penses-tu que il y en a qui disent que le Tour peut se perdre là, dans la première semaine, peut-être pas là, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes marquantes toi, pour toi que tu dis, OK, là, dans cette première semaine-là, là, je ne manquerai pas celle-là, parce que je sais qu'il va se passer quelque chose? Bien, évidemment, les étapes du week-end dont tu viens de parler, écoute, c'est vraiment, on a tous hâte de voir ça. Moi, j'ai ciblé une étape en particulier qui m'intéresse. C'est une étape, dans le fond, une étape dans le Massif central, une étape entre le grand départ de Nice puis les Pyrénées. Là, c'est la 6e étape, donc jeudi, le 3 septembre, le Teil vers le Mont-Royal. Ouais. C'est une arrivée au sommet, ou en tout cas une arrivée en montagne, en altitude. Je pense que c'est à 1500 mètres. Puis il y a une montée avant ça qui s'appelle le col de la Luzette, 11 km à 7%. Puis il y a des pourcentages très élevés. Donc il y a vraiment un final, là, les derniers 20-25 km qui sont sélectifs. Puis là, on va être quand même, les coureurs vont être encore frais. Il va sûrement avoir des coureurs qui vont s'être échappés avant. Fait que je pense qu'il va y avoir une bataille pour l'étape qui va être excitante. Les favoris derrière aussi, qui va peut-être avoir 2 batailles finalement. Puis peut-être le maillot jaune en jeu aussi, parce que il va y avoir des écarts. Là, on va arriver là, il va déjà avoir certains écarts. Tu me dis que les favoris, il y en a peut-être quelques-uns ou 1 ou 2 qui vont avoir perdu du temps. Là, précisément là, je ne le sais pas, mais peut-être avant, peut-être même avant. Oui, c'est la deuxième. On est à la 6e étape. C'est déjà la deuxième arrivée au sommet, parce que la 4e étape aussi, à Orsières-Merlette, ça se termine au sommet aussi là, avec un col de catégorie 1. Là. Oui, absolument. Donc, puis pour renchérir sur ce que tu disais tantôt, les coureurs vont être remplis d'énergie, dans le sens où ils n'auront pas une grande fatigue accumulée, ou en tout cas, personne va être en théorie fatigué de, je sais pas, moi, d'avoir fait le Giro ou des classiques avant. Là, tout le monde arrive, le couteau entre les dents. On ne sait pas combien de temps va durer ce Tour de France-là. On ne sait pas, il va y avoir d'autres courses après avec toutes les inquiétudes sanitaires par rapport à la COVID-19. Donc, je pense que cette première semaine-là, ça va être vraiment inusité. Puis on a vu aussi les premières courses là, dans les dernières semaines, beaucoup de chutes spectaculaires, des incidents de course. Je pense que tout le monde... déjà, le Tour de France, tout le monde est sur les dents. Là. Moi, j'ai l'impression que ça va être exacerbé. Et avec plein de coureurs qui ont des ambitions, des ambitions légitimes. Donc... J'écoutais des entrevues avec des coureurs, puis il y en a plusieurs qui disaient que... Puis, tu sais, des anciens coureurs aussi qui disaient, quand tu arrives au Tour, c'est stressant, il y a plus de chutes, de choses comme ça, mais là, on a comme été, puis là, on parlait du fait qu'il y a eu énormément de chutes depuis le début de cette saison-là, tu sais, qui a commencé il y a 3 semaines, puis, tu sais, c'est comme le festival, on aurait dit une partie de quai plus que le début d'une saison de cyclisme.
Puis on se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde tombe comme ça. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il y a une espèce de un build-up. Donc, tu sais, au début de la saison, ça commence. Puis on en parlait ici aussi, puis on se disait la même chose. Bon, ça commence, il y a des courses un peu moins importantes en début de saison. On s'habitue à frotter, tout ça. Tu sais, il y a comme psychologiquement... Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on est garoché là. Là, il y a des gens là-dedans qui ont à peu près pas couru cette année, qui se font garrocher au Tour de France, qui est la course la plus stressante de l'année, dans un contexte particulièrement stressant aussi. Donc, ça va être quand même assez sensible cette première semaine-là, qui est toujours très, 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 très... La première semaine au Tour, c'est toujours très sensible aussi, là. Oui, absolument. Fait que, puis avec le parcours que tu as décrit, je pense que c'est juste le piment supplémentaire qui va provoquer toutes sortes d'événements, espérons-le, non malheureux, là, que ce soit seulement des événements qui vont avoir rapport avec la course, là, mais bon, si soyons réalistes, il va sûrement avoir plusieurs chutes significatives, en tout cas. Certainement, mais moi, je suis quand même content qu'on commence pas. Il n'y aura pas de sprint massif et donc moins de chances de voir là, des coureurs là, tomber comme des dominos, là, les uns en arrière des autres ou des choses un peu catastrophiques comme ce qu'on voit souvent. Écoute, comme tu dis, dans la première semaine, il y en aura, puis il va peut-être en avoir un ou deux arrivant en groupe comme ça, tout le peloton. Et encore, parce que même la troisième étape, il y a 4 cols catégorisés avant l'arrivée, donc il peut se passer plein de choses. Là. Oui, c'est l'étape entre Nice et Sisteron. Oui, ça finit de manière relativement flat, mais il se passe quand même pas mal d'affaires avant ça. Même chose à la 7e étape entre Milo et Lavar. Oui, OK, ça se termine sur du plat, mais avant ça, il y a 3 cols catégorisés, puis ça finit pas plat non plus. Donc, moi, je vois plus ça probablement comme ça peut être une étape de baroudeur, là, donc quelqu'un ou une étape là, pour des échappés, là, donc des Thomas de Gent de ce monde là, qui peuvent. Je savais que tu allais mentionner Thomas de Gent. Je l'aime, Thomas de Gent. Ah oui, je comprends, tout le monde l'aime. Oui. Donc, tu sais, c'est son genre de plan. Ou même, Philippe Gilbert, qui pourrait faire un truc dans ce genre de je me suis demandé si Philippe Gilbert, disons, il pourrait être un candidat à prendre le maillot jaune dans cette première semaine-là, au même titre que Julien Alaphilippe le fait l'an dernier, puis pourrait là aussi le refaire cette année. Là, je regarde ça semble tracé pour des gars de même là, qui grimpent bien, qui ont du punch, qui sont malins, les deux sont en forme. Ils l'ont démontré dans les dernières semaines. Bon, parce que ça vaut. Je sais pas si Gilbert, il est capable de s'en sortir assez bien dès la deuxième étape avec 2 cols de catégorie 1 puis un col de catégorie 2. Puis après ça, quatrième étape encore, un arrivé au sommet avec un col de catégorie 1 pour être capable d'aller chercher le maillot jaune dans tout ça. Là, à moins qu'il aille le chercher la première journée, là, ça serait pas. Ça serait pas fou non plus. Absolument. Écoute, bonne question, je sais pas. Ouais. Et on va le savoir dans les prochains jours. Là. C'est ça qui est cool de ce Tour de France-là, c'est que on est comme tout dans l'inattendu total. On sait pas du tout qui va gagner. Bon, il y a 2 équipes majeures, on va le dire, 2 équipes qui dominent en ce moment le World Tour. C'est Ineos qui est là dans les grands tours depuis très longtemps. De l'autre côté, je dis dans le World Tour, mais c'est pas vrai. Là, on va dire dans les grands tours. Et Jumbo-Visma qui se sont affrontés au dernier critérium du Dauphiné. On a eu un peu l'impression que Jumbo-Visma s'est moqué de Ineos. On dit Ineos Grenadier, je pense, maintenant. Donc, leur nouveau commanditaire. C'est quoi? C'est la couleur du maillot? C'est un VUS. Donc, c'est une sorte de VUS. C'est mon éducation automobile. Merci. Ça me fait grand plaisir. Avant que ça devienne le commanditaire de Ineos, je n'en connaissais pas l'existence. Donc, c'est la preuve que le marketing cycliste fonctionne. Donc, c'est ça. Donc, il y a ces 2 équipes-là qu'on va voir s'affronter. Les 2... On peut dire les 2 candidats à la coupe, en quelque sorte, sont Egan Bernal d'un côté et Primož Roglič de l'autre côté. Lequel des 2, tu penses que, à regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, si tu avais un vieux 2 piastres à mettre, là, sur qui tu le mettrais? Écoute, c'est très, très difficile parce que ce qui est arrivé au Dauphiné, Bernal un peu moins bien que Roglič, puis qui a quitté 2 étapes avant la fin, etc.
Ensuite, Roglic qui dominait de façon presque insolente, qui chute puis qui quitte. Fait que là, moi, en tout cas, pour ce qu'on en sait, moi, je favoriserais Egan Bernal à cause de ce qu'il a réussi l'an dernier. Puis moi, j'ai comme le facteur colombien en tête, puis peut-être que je suis complètement dans le champ, là, mais je me suis dit, au début de la pandémie, avril, etc., les Colombiens roulaient à l'extérieur. Là. Il y avait une permission spéciale, roulaient en altitude chez eux. Fait que j'ai l'impression que leur préparation aux coureurs colombiens en particulier, précisément, a été favorisée par ça. Dans le fond, ils ont pu... Ils ont pu rouler. Bon, tu me diras que le Roglic est arrivé et a écrasé tout le monde. Peut-être, là, mais en tout cas, j'ai l'impression aussi que Bernal, avec ce qu'il a montré l'an dernier, Ineos, c'est une équipe très méticuleuse, la préparation. Probablement qu'il a fait le Dauphiné, puis on a dit, OK, on a vu ce qu'on avait à voir. Il était peut-être un petit peu moins frais que Roglic, puis on a dit, bon, on tire la plug, puis on s'en va finaliser notre préparation. Donc, moi, je mets un petit avantage sur Bernal, sauf que Roglic a tellement été fort depuis le début de l'année que, bon, je suis peut-être complètement dans le champ. Là, mais on t'a dit insolent en termes de performance. C'était pas mal ça. Là, c'était juste trop fort pour la Ligue. Là, c'était l'impression que ça donnait. Là. Hey, c'est combien de victoires? Là? C'est 2 étapes au Tour de l'Ain, classement général. Une étape au Dauphiné. Il était le leader, puis il est sorti, la façon dont il a sorti Egan Bernal de sa roue, je crois que c'était la 2e étape au Dauphiné, là, vraiment sans se lever de sa selle. Et c'était vraiment impressionnant. Là, en tout cas, il a presque enrhumé. Là, c'était assez spectaculaire. Puis on a vu que une fois qu'il était parti, bingo, on donne une étape à Sepkus, on le laisse partir, puis qui est un gros travailleur, là, qui va être l'équivalent peut-être de Pavel Sivakov là, chez Ineos, là, donc, ou de Kwiatkowski, là, qui vont driver là, dans les montagnes. Donc, ça va être quand même intéressant, je pense, de voir ces 2 escouades-là. Auparavant, on avait toujours Ineos, puis des fois Movistar qui était là un peu, mais il n'y avait jamais d'équipe qui était aussi forte, aussi bien organisée, aussi puissante qu'Ineos, puis qui, au fil du temps, ça finissait pas par s'écraser. Là, on a l'impression que chez Jumbo-Visma, on en a une aussi forte, sinon plus forte encore. Donc, ça va être un espèce de combat de titans. Je pense que l'avantage psychologique, c'est Ineos à cause du passé, de toute leur victoire. Là, ils ont Jumbo-Visma à mon avis, avec Rijswijk, qui avait un petit avantage avec Tom Dumoulin, là, 3 gars qui sont des podiums de grand tour. Donc, en tout cas. À condition d'être capable de les faire travailler ensemble, c'est toujours ça la condition. Effectivement, mais bon, je pense qu'ils l'ont montré là, dans les dernières semaines. Jumbo-Visma, je pense que tout le monde va dans la même direction. Puis, oui, ça a l'air plus facile qu'à d'autres places. Là. Mettons que chez Movistar, qu'on a pu voir, je ne sais pas si tu as vu le film, là, mais... j'ai vu, c'est assez drôle d'ailleurs, mais... je pense que c'est sûr que c'est une gestion, mais Tom Dumoulin il a l'air d'un gars vraiment je sais pas, il a l'air d'un gars sympathique, il a pas l'air d'un gars qui va planter des couteaux dans le dos puis faire son affaire, j'ai l'impression. Donc non, je pense pas non plus. Ça va être juste de ménager les ambitions de tout le monde, de voir, même chez Ineos, Richard Carapaz, c'est vrai. C'est un gros ego quand même qui a l'air d'être plus à son affaire à lui. Donc, est-ce que lui, il pourrait pas arriver par en dessous, justement, puis un Egan Bernal qui craque sous la pression ou que Carapaz décide qu'il fait sa course? Qu'est-ce qui fait Carapaz, David? C'est justement la gang de le film avec Movistar, puis la façon dont il a quitté Movistar, puis la manière dont ça s'est fait. Puis même la manière dont il avait l'air de faire son propre jeu à ce Giro-là et de pas suivre nécessairement les indications d'équipe. Puis par la suite, il y a plusieurs de ses confrères là, qui ont eu l'air de dire que Carapaz, il faisait son affaire, puis il était de son bord. Un peu volé Landa, finalement. Ouais, un peu. Mais cela dit, à Ineos, la ligne d'autorité a l'air assez claire, puis ça a l'air vraiment d'une business. Puis peut-être un élément que j'aimerais ajouter, qui est un détail, mais qui n'en est pas un, en fait, la mort de Nicolas Portal, le directeur sportif d'Ineos, qui était comme l'architecte de toutes les victoires de Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal. Donc, quand même, un palmarès incroyable comme directeur sportif. Un très intelligent, etc. Français, qui n'est pas un détail...
quand on fait le Tour de France, c'est bon, ce que je présume, là, d'avoir quelqu'un qui parle la langue et qui connaît très, très bien le pays et tout ce qui peut s'y passer d'organisation. En tout cas, à surveiller, à suivre. Et je pense qu'il y a évidemment d'autres directeurs sportifs de grande qualité, là, mais quand même, Nicolas Portal, c'est quand même lui aussi qui a mené Egan Bernal à son premier titre. Donc, je pense que ça va jouer là, à suivre. Ouais, est-ce que moi j'aimerais ça que Thibaut Pinot gagne ce Tour de France-là. C'est je veux dire, ben honnêtement, c'est mon espoir, là, c'est de voir Thibaut Pinot gagner le Tour. Que pour une fois, sa malédiction soit mise à off, entre guillemets. Donc, parce que, bon, on se souvient, l'année dernière, ça allait vraiment bien. Il semblait avoir comme oublié. Il s'était fait oublier pendant quelques années. Il est allé faire le Giro. Il faisait d'autres courses pour pas subir la pression. Parce que c'est comme jouer pour le Canadien, là, être un coureur français sur le Tour de France. Là, c'est énormément de pression locale. Donc, et l'année dernière, il semblait s'être libéré de cette pression-là. En même temps qu'Alaphilippe lui aussi brillait, donc il y avait ces coureurs français-là. Puis on a pu voir une alliance française au Critérium du Dauphiné sur la fin, là, où là, on a eu l'impression que même s'ils n'étaient pas dans les mêmes équipes, il y avait des coureurs français qui s'entraidaient, qui allaient tirer pour les autres. Ça, je sais pas si on va voir ça autour. Peut-être que c'est juste trop gros, trop important pour qu'on puisse voir ça, mais j'aimerais ça voir là, c'est comme mon espoir de gars qui aimerait ça voir enfin un Français, arriver au sommet du podium à Paris, parce que ça fait trop longtemps, puis il est temps que ça arrive, là. Mais ça, j'aimerais ça. Puis c'est un parcours pour Pinot aussi, je pense. Donc, pas de... Oui, effectivement. Pas trop de contre-la-montre. Un seul qui est en montée, en fait. Oui. À la planche des belles filles. Tu sais, le Giro, effectivement, il a pris plaisir à faire le Giro. Là, il y a eu une défaillance assez terrible. Au Tour l'an dernier. C'est ce que c'est l'an dernier? Oui, c'est l'an dernier, à 2 étapes de la fin, je pense. 2-3 étapes de la fin. Oui, c'est l'an dernier. Je pense que c'est il y a 2 ans. Excuse-moi, c'est il y a 2 ans. C'est la victoire de... C'est pas la victoire de Chris Froome, mais il y a eu une terrible défaillance après. Je crois que c'est il y a 2 ans. Tu parles du Giro, toi, ou du Tour? Giro. Là? Ah, OK. Moi, je peux parler du Tour l'an dernier. Là. Il y a eu une défaillance au Giro. Après ça, le Tour de France, tout va bien. Ouais. Il fait jeu égal avec Bernal. Blessure à la cuisse, malchance. Dauphiné, leader du Dauphiné après l'abandon de Roglic, termine 2e. Je me demande si ça vient pas jouer dans la tête un peu, ça. Moi aussi, je trouve je l'ai trouvé très, très volontaire l'an dernier. Il a comme semblé apprécier la pression, etc. Là, je pense qu'il a fait du chemin à ce niveau-là, mais je trouve que la 2e place au Dauphiné, je me demande si ça va pas... puis là, il a chuté, puis en tout cas, on va voir son état de santé. Mais il y a eu d'autres histoires aussi autour, là, je pense que c'est l'an dernier aussi où il y avait eu une histoire là, de son équipe qui avait un peu dormi au gaz puis qui s'était fait dans une bordure, puis là, il avait perdu énormément de temps. Oui, c'est vrai. Ça a fait mal, ça. Exact. Je me rappelle je pense que c'est la télé française qui avait eu un accès privilégié dans l'autobus. On l'a vu rentrer après. Puis il houspillait son coéquipier Anthony Roux. T'étais où, Anthony? Ça, c'était des belles images d'un moment clé là, qui... Effectivement, il a perdu beaucoup de temps là, malheureusement. Non, c'est un coureur émotif. Moi aussi, je l'adore. J'espère que, comme toi, que déjà, moi, s'il faisait un podium, je serais vraiment... Je serais en admiration. Là, il y en a fait un, je pense, c'était en 2014, je pense. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un podium du Tour. En 2e place, en 2014, me semble, quelque chose du genre. Ce que je veux dire, c'est refaire ça, ça serait déjà impressionnant. Ah oui, effectivement. Bon, mais on aimerait ça qu'il gagne. Qui arrive à Paris avec... donc, j'ai envie de... On va commencer par le podium. Ton podium à Paris, là, c'est quoi, là? Tu sais, mettons, là, parce que on sait rien, là, pas obligé de me mettre en garde, là, c'est de la bullshit, les prédictions, là, mais... D'après toi, là, si tu avais encore une fois à faire un petit pari, c'est quoi ton podium à Paris? Moi, j'ai mis Bernal parce que j'ai expliqué pourquoi. Ouais. Primoz Roglic parce que, bon, j'ai pas le choix de le mettre là. Puis, comme 3e, je mettrais Miguel Angel Lopez d'Astana. Okay. Peut-être un choix plus surpris, mais là, c'est mon facteur colombien encore. Petite pensée pour Hugo Hull qui va l'accompagner sur le Tour. Donc, parenthèse, tu as parlé à Hugo Hull quand est-ce? Il y a quelques jours? J'ai parlé la semaine dernière où
Il m'expliquait qu'il était pris chez lui parce qu'il avait été déclaré positif à la COVID-19. Oui, on a relayé le texte de la presse que tu as publié à ce sujet-là, mais là, finalement, après ça, il a fait 2 tests négatifs, donc c'est un faux positif. 2 tests négatifs, je ne sais pas exactement, là, avec la COVID, on ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai ou faux. En tout cas, il y a un test positif, il a fait 2 autres tests qui étaient négatifs, puis il a fait surtout des tests sérologiques, tests sanguins, où ils n'ont pas trouvé aucun anticorps contre la COVID. Donc, en théorie, il ne l'aurait pas eu. Fait que, bon, je ne suis pas médecin, là, mais... Puis après ça, surtout, il a passé plein de tests physiques pour voir s'il était en forme, etc. Il est en super forme. Là. Il va mentionner 86 VO2 max, pour ceux qui s'intéressent. Moi, ça me dit rien. Là, mais... Moi, ça me dit quoi? Puis c'est pas pire. Bref, je pense que c'est parmi ses meilleures valeurs personnelles. Fait que lui, il se dit... Fait que là, bref... il y a eu des changements, je ne sais pas exactement, dans ses coéquipiers. Il était remplaçant, puis ils l'ont appelé. Il y a 2 jours, ils ont dit tiens-toi prêt. Puis lundi, il y a quelques heures, là, au moment où on se parle, son équipe a dit tout est beau, tu t'en viens, tu vas faire le tour. Donc, est-ce qu'il va faire le Giro aussi quand même? Oui, exact, c'est ça. C'est le plan. Pour expliquer à nos auditeurs, Hugo avait choisi de faire le Giro parce qu'il voulait accompagner Jakob Fuglsang au Giro. Un gars qui peut gagner, etc. Ouais. Il avait dit, moi, je préfère, ça gagne à lui, c'est Fuglsang, puis ce groupe-là, puis finalement... fait que bref, c'est ça, lui, ils lui ont dit, tu fais le tour, mais tu fais le Giro aussi, fait que son plan reste le même, en tout cas, dépendamment de ce qui va arriver au tour, mais là, il va faire les 2 en théorie, donc en 2 semaines d'écart, il finit le Tour de France, il fait le Giro, donc bref, grosse surprise. Là, Hugo, c'est quand même le fun pour lui de faire ces 2 grandes courses-là cette année, là. Absolument, Kim, ça commence dans sa cour. Là. Maintenant, il habite à Monaco. Oui. Donc, ces cols-là, il les fait. Les premiers cols dont on parlait tantôt, là, il fait ça tout le temps. Là, c'est son arrêt d'entraînement. Oui, j'en ai parlé plus tôt au début quand ils ont recommencé à rouler, puis il avait fait le col de Turini. Je pense que ça fait partie de ses sorties quotidiennes. Là, puis, puis parenthèse, sa présence à Monaco près de Nice, il dit ça a vraiment. Il y avait des raisons sportives à ça. Là. Il voulait aller faire des cols. Il dit dans le fond, sortir de chez moi puis tout de suite faire des cols. Il voulait adapter son coup de pédale au col. Donc, lui, il se sent super bien. Il dit je suis plus relax, il dit je suis plus reposé que l'an dernier où il avait fait le Dauphiné avec Fuglsang puis il était rentré au Tour de France très en forme, aussi en forme, mais il dit peut-être un peu moins reposé. Donc, il espère être encore mieux 2e, 3e semaine. Donc, ça, c'est vraiment... Écoute, c'est quand même toute une nouvelle. Bon, tu as parlé à Mike Woods aussi? Oui, Mike Woods, lui, c'est d'autres nouvelles, des mauvaises nouvelles. Mike, malheureusement, un scoop ici que je viens d'apprendre ne fera pas le Tour de France. Ah ouais? Et, il n'a pas fait partie de la sélection DF Pro Cycling, malheureusement. Il était déçu, mais en même temps, il était... je pense, c'est un gars très professionnel qui a pas. C'est dur à apprendre, etc. Mais il dit c'est la vie, c'est une équipe dure. C'est difficile de faire partie de cette équipe-là. Martinez a gagné le Dauphiné, Sergio Guita, Rodrigo Berto-Urán, Bettiol. C'est ça, il y a quand même des gros coureurs. Puis bon, il y a. Penses-tu que ça peut avoir une influence, le fait que quelques jours avant le Tour, tu annonces que tu t'en vas aussi? Ou Finalement, je lui ai posé la question, puis on a vu ça souvent dans le passé, puis probablement que tu demanderais à tous les coureurs, tout le monde dirait que oui, là, que le fait qu'il change d'équipe, IF n'a pas intérêt nécessairement. Lui, il me dit que c'est une décision qui a été prise. La sélection pour le Tour, il dit, ça fait, je mentionnais un mois, je crois, sauf erreur. Donc, selon lui, il n'y a pas de lien entre les deux, finalement. Le fait qu'il quitte pour Israël Startup Nation l'an prochain. Ça, c'est ce que lui dit. Là. Je sais pas si les négociations ne devaient pas super bien aller à ce moment-là non plus. Là, probablement que le IF savait qu'il était sur son départ, etc. Lui, puis pour Mike Woods, c'était comme un... c'était évident pour lui qu'il voulait aller à Israël pour rejoindre, dans le fond, sa gang, son coach personnel, Paolo Saldana, qui est son mentor, qui est directeur de la performance à Israël, puis le propriétaire Sylvain Adams, qui est aussi un ami. C'est des gens qui l'ont pris sous leur aile. Puis, et qui ont, on va le dire, aussi des poches très profondes, là, qui sont en train de se monter tout un club, comme on dirait. Là, mais fait que moi, j'étais très surpris, les m'écrits. Je me suis levé ce matin, puis ils disaient malheureusement, je fais pas le tour.
Moi, dans ma tête, c'était comme un automatisme. Woods fait le tour. Il était là l'an dernier, je pense 32e. C'est un gars qui peut gagner une étape sur le Tour de France, Mike Woods. Oui, mais il va faire classique ardennaise. Il fait Tirreno et classique ardennaise. OK. En lieu et place. En fait, il fait le Tirreno pendant le Tour. C'est ça que j'allais dire, c'est en même temps que le Tour de Tirreno, hein, c'est ça. Classique ardennaise sont pendant le Giro, fait qu'il fait pas le Giro non plus. OK. Mais les classiques ardenaises, par contre, il pourrait aller gagner une de ces classiques-là. Non, il est content, il est pas malheureux. Il y a quand même des belles courses devant. Mais évidemment, il voulait faire le Tour. Puis aussi, sa blessure, fracture du fémur à Paris-Nice, il dit, ça a peut-être joué aussi, même si moi, je sens que je suis complètement guéri, je me mets en place, le directeur. Fait qu'il était très... il n'était pas vindicatif. Ils ont sans pas doute très zen. Puis si le Tour avait eu lieu en juillet, c'est sûr qu'il ne l'aurait pas fait de toute manière parce qu'il aurait été encore en rémission à ce moment-là. Je trouve même j'ai été surpris. Sinon, c'est ça. Puisqu'on est dans le name dropping de nos vedettes locales, il y a aussi un autre Québécois. Un Québécois parce que Mike Woods n'est pas techniquement québécois, mais... oui, c'est comment on dit, un Ottavien, les gens d'Ottawa? Un Ottavien, oui, c'est vrai. Un Ottavien. Un Ottavien, mais très québécophile et toujours été reconnaissant de l'aide qu'il a reçue au Québec. Vraiment, il parle impeccablement français d'ailleurs. Oui. On a fait des entrevues ici avec lui à plusieurs reprises en français. L'autre, c'est Antoine Duchesne. Antoine Duchesne, qui est avec la FDJ, l'équipe de Thibaut Pinot dont on parlait tantôt, l'équipe d'Arnaud Démarre, le nouveau champion de France, Arnaud Démarre depuis aujourd'hui. Ça fait quoi, 3 fois, je pense, qu'il est champion de France, d'ailleurs. Oui, qui ne sera pas sur les routes du tout. Non, mais quand même. Et donc, Antoine Duchesne, dont officiellement, on ne sait pas s'il fait partie de l'escouade de la FDJ au moment où on enregistre l'émission. On est lundi, on est le 24, donc à même pas une semaine du grand départ à Nice. Sauf que quand on va sur la liste des coureurs sur le site du Tour, il ne fait pas partie de la sélection de la FDJ, du moins la sélection officielle. Il est listé là comme étant remplaçant. Donc, on présume que jusqu'à maintenant... il ne fait pas partie là, de cette liste-là. Donc, c'est une bonne chose que Hugo Hull en soit, finalement, parce que sinon, on aurait pas eu de vedette locale. Puis Antoine était... À le fond, lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait deux dernières places disponibles. Il y avait 4 gars en liste, dont lui. Il y a eu un souci de santé au Dauphiné. Là, il a fait... je pense qu'il a fait 3 étapes. Puis, il a mis le pied à terre. Il y a une étape où il a grêlé, puis il a pris le départ de la 4e, puis il se sentait pas bien, fait qu'il dit ça sert à rien de. Fait que peut-être que ça joue dans tout ça, là, on verra. Là. Il y a eu Antoine qui a fait le Tour en 2016. Puis j'ai parlé aussi, parlant des Québécois, à Guillaume Boivin. La semaine dernière, je l'ai joint à Gérone, puis il dit je peux pas te répondre, est-ce que je vais faire le Tour? T'sais, les coureurs sont toujours à la remorque finalement de leur équipe, ce qui est compréhensible, qui est leur employeur qui annonce puis il voulait pas me dire finalement pendant notre entrevue, il disait le relationniste. Moi je croyais qu'elle allait m'annoncer une bonne nouvelle, malheureusement non, il n'a pas été choisi premier remplaçant, fait que c'est très très crève-cœur pour Guillaume là, qui espérait, qui était bien, qui avait fait son travail d'équipier, qui était très content de ce qu'il avait fait et tout, puis finalement, ça tient à rien. Non, ça aurait été son premier tour. Il a déjà fait le Giro, mais ça aurait été son premier tour. Le Vuelta et Giro, ça aurait été son premier tour, effectivement. Il s'en cache pas que c'est un objectif personnel. L'an prochain, arrivé de Chris Froome, de Michael Woods, Patrick Bevin, donc il y a plusieurs coureurs. Darryl Impey. Aussi, effectivement. C'est sûr, Guillaume il est conscient de ça. En même temps, il ne sera pas un moins bon coureur l'an prochain, mais c'est peut-être qu'il dit que ça ne sera pas plus facile, finalement, pour reprendre ses mots, ça ne sera pas plus facile de faire... non, vraiment pas. Trêve de vedette locale, puis on va essayer de conclure ça rapidement. Est-ce que quelqu'un d'autre que Peter Sagan peut terminer avec le maillot vert à Paris, d'après toi, ou si Peter Sagan poursuit sa domination? Écoute, si tu me trouves un autre candidat, je vais t'applaudir. Moi, je vois pas qui peut. Je sais pas. Qui peut déposséder Sagan du maillot vert, surtout dans un tour montagneux comme ça. Lui, c'est quand même un gars qui passe toujours les cols, il est toujours bien placé. Mais bon, je sais pas si c'est moi, il me semble qu'on l'a senti peut-être un peu
On l'a pas trop vu depuis le début de... il était juste derrière Michael Matthews à Milan-San Remo. Donc, il était dans le sprint, dans le bunch sprint en arrière, il était deuxième. Bref, c'est ça. Ce que tu viens de répondre, il va être là. Puis mais en même temps, je sais pas si c'est une année tellement particulière. Il va-tu avoir le même intérêt? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, c'est ça. C'est vraiment difficile. Les sprints, les quelques rares sprints, tout le monde favorise Caleb Ewan cette année. Est-ce que tu fais partie de cette gang-là? Est-ce que tu penses, à cause de son petit gabarit, à cause qu'il passe bien les petites bosses, donc Ewan semble être le favori là, de la plupart des spécialistes. Est-ce que c'est ton cas à toi aussi pour les sprints? Je pense que oui. Tu sais, la façon dont comment il a fait le tour l'an dernier, puis là, effectivement, c'est vraiment format poche, lui. Oui. C'est peut-être lui qui va être le mieux, le plus frais dans ces conditions-là. Je vois mal. Écoute, je suis pas aussi spécialiste des sprinteurs que toi, David. Mais... J'aime pas tant ça, les sprinteurs, mais non, je fais des blagues, mais je sais pas. Puis écoute, je sais pas, peut-être un gars, je vois, je regarde la liste des partants, je vois Brian Cockart, tu sais, qui a l'air quand même. Bennett, je pense qu'il est là aussi, donc. Oui, exact. Puis c'est pas des, tu sais, je pense que c'est des gars aussi qui sont capables d'être dans le groupe Eto sans être complètement explosé. Oui, c'est vrai. C'est là que ça peut faire une différence. Je regarde Israël aussi avec André Greipel, ce serait quand même spectaculaire. Je sais pas, il est rendu à quel âge. Greipel, mais ça pourrait être 38 ans, Colin. Oui, c'est vraiment, il est impressionnant. Qu'est-ce qui est passé? Est-ce qu'on peut penser qu'il est rendu de l'autre côté, comme on dit? Puis mais il passe des bas. C'est pour un aussi gros monsieur, là, il est quand même impressionnant. Il est capable de passer des bosses pas mal. Mais moi, honnêtement, je suis un peu d'accord. Là, j'ai de la difficulté à... Puis, bon, c'est sûr qu'il y a Bennett qui est là pour les sprints, mais sinon... est-ce que Boransgro va pas essentiellement retravailler pour Sagan pour un maillot vert encore une fois? C'est probable. On le sait pas. En tout cas, on verra. Là, mais c'est quand même... ça lui appartient. Là. Il y a quoi? Il y a 7 maillots verts, je crois. Je pense que c'est lui qui a le record. Là, ouais. C'est sûr que c'est un bel... C'est un bel accomplissement. D'habitude, il gagne toujours au moins. L'an dernier, il gagne une étape sauf erreur. Donc, je pense qu'il va sûrement gagner une autre cette année. Donc, qui est-ce que tu aimerais qu'il gagne? Oublions là, les performances. Est-ce qu'il y a un coureur, là, tu te dis, mettons, lui, là, j'aimerais ça là, qu'il gagne le Tour là, cette année. Il me semble que ça serait le fun, ça changerait un peu. Mon Dieu, là, tu me poses une colle. Parce qu'on dirait que j'y crois pas. Un que tu y crois peut-être pas, mais que tu aimerais ça quand même, c'est qui dis-nous, parle-nous de tes fantaisies, Simon. Une fantaisie, là, ce serait un retour inattendu de Nairo Quintana. Tout le monde l'a enterré. Quintana revient avec une vengeance. Avec sa nouvelle équipe, avec Arkea Samsic. Oui, exact. Et doigt d'honneur à Movistar. Puis, je sais pas, honnêtement, je crois pas vraiment. Mais il s'est fait dropper par Richie Porte sur le Ventoux. Là, donc, OK. Ça va pas bien pour moi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mais bon, on peut toujours rêver. Hein. Les gens le critiquent souvent, puis il attaque pas, tatatouche, mais il y a quand même... Il y a une super début avec Arkea Samsic, une équipe plus modeste et je sais pas, regarde, c'est une fantaisie. Pourquoi pas? Qui aimerais-tu qu'il gagne pas? Oh mon Dieu, vas-y donc, toi, Moscon n'est pas là. Mais moi, j'aimerais juste ça. J'aime bien Bernal, mais j'aimerais ça qu'Ineos gagne pas. Donc, j'aimerais ça. C'est l'équipe. Okay. C'est plus l'équipe, là. C'est plus que le personnage. Tu vois, moi, si tu me demandes qui j'aimerais ça qu'il gagne, mais ça n'arrivera pas, c'est Rigoberto Urán. J'aimerais ça que Rigo gagne. C'est vrai. Il mérite de gagner le Tour de France. C'est un personnage sympathique, c'est un coureur intéressant. Donc, ça, il y a lui, mais qui j'aimerais mieux qui ne gagne pas le Tour? J'ai pas mon niveau de détestation, il n'est pas si. Moi, pas tant, moi non plus, en ce moment. Pas avec ceux qui sont là. En tout cas, ça aurait été facile, mettons, on aurait eu Chris Froome, j'aurais dit, je veux pas que Chris Froome gagne le Tour de France. Puis, parce que, je sais pas. Mais encore là, c'est encore à cause d'Ineos, plus que de Chris Froome, là, cette espèce d'aura d'antipathie là, qui émane de cette équipe-là depuis tellement longtemps là, que
même quand les coureurs eux-mêmes ne sont pas antipathiques, on a l'impression qu'ils le sont à cause de la machine communicationnelle de. C'est pour ça que je trouve que Bernal a l'air quand même sympathique en lui-même. Fait que j'ai pas de. S'il gagne, je vais être bien content pour lui. Puis bravo. Mais, écoute, je sais pas. Bon, écoute, on est smart. Puis Paris Bidon, pour finir, Simon, c'est le nouveau feature de Radio Bidon. Le Paris Bidon. Dans quelle équipe va être le premier cas COVID déclaré du Tour de France cette année? Ça, c'est un coup de dé, là, mais d'après toi? Écoute, Hugo Hull en a eu un il y a 2 semaines. Ouais. J'espère que ce ne sera pas cette année pour lui. Mais disons, on va dire Ineos. On va les Ineos, OK. Leur côté maniaque là, de laver poignée de porte depuis 5 ans. Finalement, la COVID va les déjouer. Et il va avoir Pavel Sivakov va avoir un cas positif, puis là tout le monde va être nerveux, puis ils vont dormir en suspension dans les airs sans toucher au drap. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais disons Ineos, ça c'est mon choix. Ah, tu vois, moi j'ai dit n'importe quelle équipe française invitée, le wildcard, là, donc tu sais qui a pas trop les moyens ou qui est un peu garage, tu sais, ces bars là qui fera pas trop attention au buffet, tu sais, puis et hop, ça y est, un cas COVID. On fait des blagues, là, ça serait pas drôle là, parce qu'il y a une réglementation autour, là, puis on va peut-être finir là-dessus, mais s'il y a 2 cas COVID déclarés dans une équipe, l'équipe est automatiquement exclue. Mais là, avec ce qu'on vient de voir avec Hugo Hull, tu sais, par exemple, et là, ça complique les affaires. Là. Fait que là, tu vas exclure une équipe pour finir par découvrir 2 jours plus tard que finalement, ces 2 personnes-là ne l'avaient pas. Tu sais. Le cas d'Hugo Hull est très intéressant dans cette perspective-là. Je pense que c'est 2 cas en une semaine, donc... je regarde Cofidis, ça serait. Il me semble que ça serait le genre là, avoir une bad luck. Tu sais, ça tourne jamais en leur faveur. Non, tu sais, tout le monde le sait que Cofidis, de toute façon, sont presque toujours là juste parce qu'ils sont commanditaires du Tour, là, mais. Écoute, Guillaume Martin. il a bien fait, là, au super Dauphiné. Super Dauphiné. Le lecteur de Nietzsche, là, respect. Là. Moi, je souhaite une victoire d'étape à Guillaume Martin, tiens. Bon, c'est vrai que ça serait quand même cool. C'est un coureur sympathique avec de la poigne, puis on l'aime, il y a de la personnalité, c'est vrai, quand même si j'aime pas Cofidis, j'aime pas cette équipe-là pour plein de raisons, mais ils ont eu quand même des coureurs assez intéressants dans les dernières années. Jesus Herrada aussi, tu sais, des coureurs quand même le fun. Il est encore là. Ouais. Donc, mais Simon, je vais te souhaiter un bon tour, puis on va se laisser là-dessus, puis on va peut-être se reparler pendant le tour. Ça serait le fun, tu sais qu'on... puis je vais écrire sur le tour dans la presse. Donc, on suit tes papiers dans la presse plus. Si vous avez une tablette puis avec un petit décalage, comment ça marche? D'ailleurs, tu les partages sur les réseaux sociaux, tes papiers de la presse plus, on peut les partager. Je ne suis pas aux réseaux sociaux. Là, j'ai partagé mon texte sur Hugo Hull et mon patron était plus surpris de savoir que j'étais sur Twitter qu'Hugo Hull fasse le Tour de France. C'est ma blonde qui partage mes textes sur Facebook que j'écris dans le soleil. Fait que c'est ça. Mais la presse.ca, honnêtement, mes textes sont tous là. Parfait. Pas obligé d'avoir une tablette pour en aller. Bon, c'est excellent, on va aller lire ça. Oui, puis c'est vrai, il y a une nouvelle application pour les téléphones intelligents avec les chroniqueurs sont là, tout ça. Et donc, tout est là. Il n'y a pas besoin de tablette. Si vous avez la tablette, vous allez avoir, il y a tout là, sur la presse mobile et la presse.ca. Hey, merci beaucoup, Simon. C'est vraiment un plaisir de t'avoir encore une fois à l'émission. Et puis, on dit bon tour, puis à la prochaine. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Simon Drouin, Audrey Lemieux et François Parisien de se prêter au jeu des prédictions et d'analyser pour nous ce parcours. Merci à Gabriel Bourdage qui est en charge du montage aussi. Je m'appelle David Desjardins. Je vous souhaite un excellent Tour de France et puis je vous invite à venir en discuter avec nous tout au long sur les réseaux sociaux, principalement Twitter où nous sommes le plus actifs. Je vous rappelle que Radio Bidon est une présentation de Seven Mesh et Parley, produit par le studio Balado de l'agence La Flèche. Merci et à la prochaine.